Donc je me présente, donc oui, donc je travaille à la Commission européenne, j'ai également été conseillère ministérielle, je sais, ça fait rêver, voilà, j'entends les rires. Non, alors moi je vais rebondir tout de suite sur quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est faire le lien immédiatement entre médecins et travailleurs sociaux, médiateurs, ce qui me permet de faire part, moi, de mon sentiment personnel quand il y a eu cette scission de notre ministère en deux, la partie sociale d'un côté et la partie santé de l'autre, qui pour moi est une aberration, qui suis experte en protection sociale, puisque les deux pour moi vont de pair. Donc voilà, ça c'était le petit premier coup de gueule. Voilà, moi aussi, Jérémy passe des trucs de Trump, j'en profite. Alors, tout ça donc pour vous dire, donc, on a eu donc cette surprise cette année via une nouvelle enquête d'Ipsos pour le Conseil économique, social et environnemental, de savoir que la santé est le premier sujet de préoccupation des Français. Eh bien non, comme dirait CNews ou BFM, ce n'est pas l'immigration qui arrive en 6e position. Voilà, donc visiblement, ils n'ont pas eu l'info, parce que j'ai pas le sentiment que les sujets santé reviennent à tout va sur ces chaînes, c'est bien regrettable. Donc pour information, je vous ai remis un petit peu, donc 40% des Français en globalité, et sur les catégories socio-professionnelles défavorisées, ça va jusqu'à 42%. Donc cette nouvelle enquête, elle met quoi? Elle met en exergue que des inégalités sociales et territoriales de santé persiste et elle met l'accent sur l'importance d'une politique de prévention et de prise en charge encore beaucoup plus ciblée, ce qu'on a pu voir sur les premiers exemples que nous ont transmis mes collègues. Ce qui est à souligner, c'est qu'il y a d'importantes inégalités donc, sociales et territoriales, je le répète, dans les départements essentiellement donc, d'outre-mer, des Hauts-de-France, Grand Est et le centre. Je crois qu'il y a eu un petit pépin. Oui, ça c'est les... Voilà. Je vous ai rajouté ça, rapidement, je pense que vous le connaissez, on vous le rabâche à longueur de journée. Donc en France, on a quand même 33 médecins pour 10 000 habitants. Les généralistes sont 6 fois moins accessibles en zone rurale. Les bassins de vie ruraux, donc on a un médecin généraliste qui va couvrir environ 30 km² contre 5 pour un bassin de vie urbain. 63% des bassins de vie ruraux, donc 2 sur 3, manquent de médecins généralistes, mais ça, je pense que tout le monde le sait. On a à peu près 6 000 généralistes manquants dans les bassins de vie ruraux pour atteindre un médecin pour 1000 habitants. Je rappelle que pour l'OMS, il faut 2,5 médecins pour le même contingent. Et 18% de ces zones rurales donc, sont suffisamment dotées contre 31% pour les zones urbaines. Juste pour indication comme ça vous donne une petite idée. Donc moi j'interviens sur le terrain dans les pays en développement et en transition aujourd'hui exclusivement, donc en Afrique, dans le Caucase et dans le Middle East. Dernièrement j'étais au Maroc et donc au Maroc vous avez 7 médecins pour 1000 habitants. Donc c'est une véritable catastrophe. On a pu entendre notre ancien Premier ministre dire que si on n'avait pas suffisamment de médecins, on irait les chercher ailleurs. Là aussi, je le dis tout de suite, pour moi c'est une aberration. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. D'ici 2030, on va avoir 15 millions de professionnels de santé manquants dans le monde. Donc voilà, donc c'est aussi un sujet que je souhaitais aborder rapidement pour dire que voilà, c'est une problématique mondiale et collective. Et à mon sens, elle doit être regardée aussi de façon collective pour essayer de réparer les choses. Ça n'empêche pas la mobilité, mais on peut regarder en tout cas les choses de manière différente. Donc là, rapidement la carte. Donc vous voyez qu'on est un tout petit peu inférieur à nos amis européens en termes de nombre de médecins. Et en revanche, vous voyez le reste du monde à 17, mais je vous disais donc au niveau donc, de nos amis marocains qui sont dans une situation extrêmement difficile. Donc là, je ne vais pas vous vendre du rêve, je vous donne quelques chiffres qui sont assez, c'est vrai que là je ne vais pas très bien sur le petit écran, qui sont assez manifestes. Vous avez donc 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les personnes aisées et les personnes, donc 5% des personnes les plus modestes, donc essentiellement chez les hommes, 8 ans donc chez les femmes. 2,4% de personnes ont renoncé à des soins pour des raisons de finances.
2,8 fois plus de surrisque lié au diabète, 2 à 3 fois plus d'obésité, et en termes de santé mentale, nous sommes bien entendu très impactés sur les personnes, bien entendu, aux ménages défavorisés par rapport aux ménages aisés. Ça touche également les maladies chroniques, donc 2,1 fois plus de personnes sont touchées, psychiatriques également. Parmi l'ensemble de ces facteurs, ma collègue en a parlé tout à l'heure, je le répète rapidement, donc les facteurs principaux, donc les conditions de vie et de travail, l'accès aux soins, le reste à charge et l'avance de frais, bien distinguer les deux. Même si on a en France, heureusement, le reste à charge le moins élevé de l'OCDE, nous sommes le seul pays d'Europe aujourd'hui à maintenir l'avance de frais. Et en tant que médecin, je sais que vous faites souvent la démarche de prendre un chèque et de l'encaisser souvent plus tardivement, le temps que la personne soit remboursée par sa mutuelle et la sécurité sociale. Pour exemple, en ce moment, en Île-de-France, vous avez des traitements de feuilles de soins qui sont de plus de 3 semaines. Or, quand vous avez des avances de frais de 200, 300, 400 €, ces personnes ne peuvent pas, qui ne bénéficient pas, bien entendu, donc de la C2S, anciennement CMU, ACS, qui ont été mutualisées, ces personnes ne peuvent pas prendre en charge ces avances de frais. Donc, il y a des médecins qui sont très compréhensifs, des cabinets aussi de radiologie, de labo, qui acceptent d'encaisser des chèques tardivement, une fois que les personnes sont remboursées. Mais voilà, donc c'est pour moi quelque chose qui serait très simple à prendre en compte. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est auprès de nos dirigeants sur ce genre de mesures qui pourraient avoir un impact très significatif sur la prise en charge et le non-renoncement aux soins et la lutte contre le non-recours qui est essentielle dans cette thématique. Et une personne donc vivant sous le seuil de pauvreté a un risque donc 1,6 fois plus élevé de renoncer à des soins. Je vous ai remis un petit peu des chiffres quand même pour recontextualiser. Donc nous avons 5,1 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors il va différer, vous avez deux façons de comptabiliser, à 5% du niveau de vie médian, ou si on utilise le seuil à 60%, donc de ce fait on a un écart 5,1 ou 9,1 millions en fonction de la comptabilité, et ça nous donne entre 8,1% de la population ou 14,4% de la population qui sont touchés. À cela, j'alerte tout de suite donc, sur le fait qu'un enfant sur 5 aujourd'hui, donc 2,9 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté en France. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des personnes de l'outre-mer, moi-même je viens de la Réunion, 8 enfants sur 10 à Mayotte vivent sous le seuil de pauvreté, 6 enfants sur 10 en Guyane. Et concernant les retraités, ça représente donc 10,8% des personnes, donc 1,5 million de personnes âgées de plus de 75 ans sont dans un contexte d'isolement sévère ou modéré, ce qui représente quand même 12% de cette population, ce qui n'est pas rien. Là, je vais vous parler rapidement donc, de différents projets qui un petit peu s'inspirent du même modèle que Jérémy. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, donc, nous sortirons un ouvrage où Jérémy sera également à l'intérieur, donc qui est Innovation et prévention en santé. Et en fait, tout ce que je vais vous présenter sera dans l'ouvrage, ainsi que le très beau projet de Jérémy qui a accepté de collaborer avec nous sur ce bouquin. Donc la professeure Céline Gréco, qui est chef de service à Necker, et qui est issue de l'ASE, de la protection sociale de l'enfance, qui met en place actuellement donc, des centres d'appui à l'enfance pour des enfants donc, qui sont victimes de violences ou de négligences graves. Et donc ces centres, pourquoi ? Donc, vous avez les chiffres qui sont assez alarmants. Moins de 30% des enfants pris en charge en protection de l'enfance bénéficient d'un bilan de santé dès leur admission dans le dispositif. Moins de 10% d'un suivi adapté par la suite. Donc, on a un risque à terme de perdre 20 ans d'espérance de vie à l'âge adulte en raison d'une prévalence bien plus importante qu'en population générale de pathologies chroniques mortelles. Donc cette absence de prise en charge, elle a un coût de 38 milliards d'euros par an. Donc le coût de la santé, la justice, des difficultés d'éducation professionnelle et autres. Donc
La professeure Céline Gréco, elle a la conviction qu'il est possible de changer cette réalité, donc tout comme en parlait Jérémy, en permettant une prise en charge précoce, coordonnée, graduée et exhaustive de la santé psychique et physique de ces enfants dans un même lieu, par une équipe d'experts pluridisciplinaires, à travers donc la création de ces centres d'appui à l'enfance entièrement dédiés aux besoins des enfants pris en charge dans ce contexte. Donc je le rappelle, 570 000 jeunes aujourd'hui sont pris en charge, dont 14 000 qui ont aujourd'hui entre 18 et 21 ans, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous avons élargi la prise en charge des jeunes pour ne plus les laisser, on va dire, à l'abandon à 18 ans, où finalement on fermait la porte, on disait à la majorité, tu peux t'en aller, mais tu peux t'en aller sans logement, sans travail, sans rien. Donc il y a maintenant une extension pour les accompagner et qu'ils ne soient plus aussi à se retrouver dans un isolement sévère et rude. Celui-ci, je vais peut-être passer rapidement, mais c'est un clin d'œil à la région. Donc, c'est la constitution d'une équipe mobile de prévention de la perte d'autonomie et de la personne âgée. Donc, ça, c'est mis en place par le CHRU de Strasbourg. À la base, ils ont été formés et accompagnés par une équipe qui avait monté la même unité mobile en Hauts-de-France. Vous en avez aussi des très spécialisés. Là, ils sont pour former dans les EHPAD ou en SIAD. Sur Paris, vous avez des mêmes unités mobiles spécialement dédiées sur la maladie d'Alzheimer, donc à destination des personnes de plus de 75 ans. Ils n'interviennent pas du tout, donc c'est une équipe pluridisciplinaire, ils n'interviennent pas du tout auprès des patients, mais vraiment auprès de leurs confrères pour vraiment apporter donc une aide sur des interventions sur prévenir les risques prioritaires, ostéoporose, les douleurs, les chutes, les problèmes de mobilité, Parkinson, la dénutrition. Donc tout ça va constituer donc de lutter contre l'isolement des aînés, de renforcer la mise en réseau des acteurs en développant des liens pour la prévention, l'accueil généraliste, un accueil spécialisé. Cette équipe a la vocation à intervenir sur l'ensemble du département. Donc là, on est vraiment à essayer de combattre les inégalités territoriales et enfin de diffuser une culture de prévention, développer des actions adaptées. Et in fine, l'impact, c'est de contribuer à diminuer le recours en hospitalisation, puisque c'est un fait aggravant sur les personnes, sur la perte d'autonomie des personnes de plus de 75 ans. Donc là, on est plutôt sur le fait de l'unité mobile, sur des inégalités de traitement territoriales. Nous avons des confrères, alors, avec Aurélie, que nous avons découvert en commun et qui sont également donc, dans notre bouquin. Donc là, c'est une mise en place d'une implantation territoriale, là aussi, vous voyez, d'une plateforme multidisciplinaire dédiée à l'insuffisance cardiaque sur un département rural. Ça a été fait donc, par des personnes, des médecins cardiologues du CH de Gap, avec des médecins libéraux, généraliste et également cardiologue libéral. Donc c'est là aussi je trouvais que cette mise en place était fort intéressante. Donc le but c'est d'avoir mis en place une plateforme destinée à l'insuffisance cardiaque dans un territoire rural sans CHU et en carence de cardiologues. Cette structure elle optimise la ressource en cardiologie dans une logique de partage de tâches avec des médecins généralistes et des infirmières qui sont montés donc bien sûr en compétences, avec des formations donc, diplômantes et l'activation d'un protocole de coopération entre professionnels. Il va essayer aussi donc, d'associer de nouveaux moyens, donc, le numérique, la télésurveillance, organisationnelle aussi, avec la création d'un hôpital de jour dédié et d'une équipe mobile, là encore une fois, afin de couvrir l'ensemble du territoire, spécialisée en cardio-gériatrie. Donc là, je pense que ça dépend, vu qu'on est dans le sud, c'est vrai qu'on a un taux de personnes âgées beaucoup plus important. Et enfin, la démarche RP, responsabilité populationnelle, qui est accompagnée par l'ARS depuis 2024, elle a réussi en fait à dynamiser le projet et à accélérer sa mise en place opérationnelle
sur le territoire. Donc là, voilà, c'est pour vous montrer finalement tout ce qui peut se faire en équipe, aussi bien avec des médecins hospitaliers, des médecins libéraux, des infirmiers, enfin vraiment voilà, tout ce qui accompagne des médecins en CPTS, puisque le médecin généraliste est issu d'une CPTS, et je trouvais ça très important. Aurélie, elle m'a demandé de vous parler d'un sujet aussi très particulier, donc là aussi qui ne vend pas du rêve, donc c'est tout ce qui est le régime de protection sociale des mines. Donc là, on a des indicateurs qui sont vraiment dans le rouge. Alors, pourquoi spécifiquement ce régime, vous me direz, parce que bon, les dernières mines en France ont été fermées, je crois, en 2006. Alors, il reste les salins, mais bon, aujourd'hui encore, c'est une population qui est lourdement impactée, aussi bien donc au niveau des indicateurs de santé, des inégalités sociales, mais également territoriales. En 2020, vous aviez encore 1010 cotisants. Donc les 3/4 sont âgés de plus de 50 ans. Donc on a 220 175 retraités globalement, 60% de femmes qui étaient des acteurs dans le milieu paramédical ou de l'administration. Ce qui était intéressant sur ce régime, c'est que c'était une offre de soins qui était totalement basée sur des médecins donc salariés, anciennement donc, du régime, aujourd'hui qui est géré par Filieris. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas d'avance de frais, donc la problématique dont je vous parlais tout à l'heure, et pas de dépassement d'honoraires. Pourquoi des grosses difficultés? Puisque donc, dans ces bassins miniers, aujourd'hui, vous avez des taux de chômage qui sont extrêmement forts. Sur certaines communes, donc, elles sont supérieures à 25%. En moyenne, en France, donc, vous avez essentiellement Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, région Grand Est, l'Occitanie aussi. On est à 10,4% en 2022 contre 7,3% de taux de chômage sur le territoire national. Le taux de pauvreté, il est de 20%. Contre 14,4 en France. Donc vous voyez, en effet, c'est la région Est et Nord-Pas-de-Calais qui comptabilisent aujourd'hui le plus grand nombre de personnes qui sont encore affiliées à ce régime. Et donc des régions qui sont particulièrement sinistrées en matière d'indicateurs de santé. Donc, pour exemple, je vous ai pris donc, la région des Hauts-de-France et plus particulièrement le Nord et le Pas-de-Calais qui est en matière d'indicateurs de santé, donc avec juste quelques chiffres. Donc pour un homme, 3 ans d'espérance de vie en moins, pour une femme, 2 ans par rapport à la moyenne nationale. Ça reprend un peu ce que disait Gladys au tout début. Une population jeune qui est en échec scolaire, un alcoolisme, tabagisme qui est très important, donc des comportements individuels et alimentaires qui sont très mauvais. Voilà, donc c'est vraiment en fait des bassins de vie où il y a une attention particulière de la part des professionnels de santé comme des travailleurs sociaux, où il faut vraiment être très, on va dire, à l'affût de la moindre, on va dire, demande ou souffrance d'une personne. Et c'est là où, en effet, les médiateurs, comme on a pu évoquer tout à l'heure, sont vraiment très importants. La surmortalité, elle est aussi impressionnante. Pour un homme, elle est de 29% par rapport à la moyenne nationale et 21% pour une femme. Et concernant la moyenne régionale, donc dans cette région particulièrement, la surmortalité, elle se situe autour de 100 à 120%, donc ce qui est énorme. Globalement, sur certains territoires, l'accès aux soins est normal par rapport à la moyenne nationale, voire meilleur en raison de l'ancien réseau de la Caisse des Mines, donc aujourd'hui Filieris, mais force est de constater qu'il y a des territoires qui sont particulièrement donc, défavorisés, l'état de santé de population extrêmement dégradé, des inégalités territoriales de santé qui sont aussi très fortes et qui concernent donc l'offre de soins, la présence des médecins généralistes, les centres de santé, les maisons de santé professionnelles ou encore l'accès à la prévention. De ce fait, il y a eu, pour ces bassins miniers particulièrement, une mission interministérielle qui ensuite a trouvé écho dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et ce qui a donné lieu donc à la signature de contrats spécifiques dans le bassin minier qui ont été mis en place entre l'État, les conseils départementaux régionaux, avec une attention qui a été demandée très particulièrement donc, sur les jeunes issus de ces familles des bassins miniers. Vous direz par rapport à ce que je vous ai dit, où la couverture professionnelle de santé était bonne, la problématique qu'ils ont, en fait, c'est que le réseau Filieris, aujourd'hui, qui gère le système de protection des mines,
ont une vétusté des locaux qui est assez phénoménale. Donc beaucoup de centres sont fermés pour réhabilitation, d'où la problématique des médecins qui normalement sont salariés et qui ont dû pour le moment fermer ou se déporter sur un autre cabinet hors du territoire. Est-ce que je suis bien sur la bonne? Oui. Donc, spécifiquement, les difficultés, on les retrouve en gynécologie, pédopsychiatrie, surreprésentation des grossesses précoces, fort taux de cancer féminin et maladies cardiovasculaires qui pourraient être évitables, des soins de premier recours qui se dégradent après 45 ans. Donc, et ça, c'est de la part des personnes, une consommation de soins qui diminue, une mortalité prématurée, donc toujours liée au cancer et aux addictions, donc toujours ces problématiques de comportement individuel, et 20% de la population donc, est touchée par le surpoids, donc ça corrobore les chiffres que je vous donnais au début. La priorité, donc, c'est de pérenniser l'offre de soins. La densité de médecins généralistes est souvent inférieure à la moyenne régionale ou nationale. Une dégradation rapide liée au départ des médecins généralistes en retraite. Et enfin, comme je vous disais, une implantation historique des dispensaires, à l'époque, comme on les appelait, et des cliniques héritées donc, de la sécurité sociale minière, confrontées à des problématiques de restructuration immobilière. Donc là, on est aussi sur des grosses inégalités territoriales, mais dues à la vétusté du système. Là, je vais passer rapidement, donc c'était par rapport à vos projets. Parce qu'en discutant souvent avec vous sur le terrain, il y a beaucoup de professionnels de santé, enfin de médecins, qui ne sont pas au courant qu'ils peuvent avoir d'importants fonds et de financement de la part de l'Europe, et plus particulièrement via le Fonds social européen plus, le FSE+, pour aider notamment les groupes vulnérables à accéder aux soins de santé, donc comme exemple les programmes de Jérémy ou notamment notre programme de nos amis de la région de Strasbourg. Et vous avez également le Fonds européen pour la région. Alors là, étonnamment, ce sont des fonds qui sont sur le secteur agricole, mais qui financent des infrastructures de santé, notamment dans les zones rurales. Et donc, vous avez eu plusieurs milliers de projets qui ont été cofinancés grâce à ces fonds, donc avec des montants alloués qui peuvent représenter jusqu'à quand même 40% du financement total. Un point que j'évoque aussi, qui n'a pas été mentionné tout à l'heure quand on a parlé des vaccins, c'est la stratégie pharmaceutique européenne. J'ai été étonnée de ne pas l'entendre tout à l'heure, donc de ne pas l'oublier, notamment d'un point de vue à venir de la négociation des tarifs des médicaments de manière collective avec les 27 États de l'Union européenne. Et enfin, je vous ai mis quelques photos en fait, de moi, mon quotidien. Donc ça, voilà, c'est ce que je vis tous les jours. C'est différent de vous. C'est des fois, je me rends, là en l'occurrence, j'ai été expatriée 2 ans en Jordanie pour développer la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale. Et donc, je visitais des entreprises. Donc, je vous laisse regarder l'état de vétusté. Là, j'étais dans une entreprise qui faisait du recyclage d'aluminium. Alors, c'était pendant Covid. Voilà pourquoi les gens sont masqués. Je vous laisse imaginer hors Covid. Donc, il n'y a aucune protection. Des fours, les personnes qui étaient avec moi, les experts de la CARSAT qui étaient avec moi n'en revenaient pas. Enfin, on a l'impression d'être dans Germinal. Vous avez des barils avec des solvants, des hangars avec une ventilation, donc à 50 degrés en Jordanie. Donc, je vous laisse imaginer. Là, vous avez une photo, donc c'est l'état de toilette des femmes d'une entreprise asiatique de textile. Voilà, vous voyez le monsieur qui travaillait donc dans cette même usine où j'étais. Je mentionne je ne dirais pas le nom de l'usine, mais une multinationale. Voilà. Et le monsieur, donc, j'ai été très étonnée, je leur dis, mais vous n'avez pas de système d'aspiration industrielle? Ah non, non. Donc, il balayait la poussière de peinture avec un balai comme vous avez chez vous. J'ai halluciné. Pareil, on arrive vers une cuve de peinture bouillonnante. Faites attention, il y a eu un mort l'année dernière. Très
Bien, merci. Et donc là, c'était un retour, je revenais d'une mission au Bahreïn, et j'arrive à l'aéroport d'Amman, et je vois 200, 300 femmes portant quasiment toute la même casquette, venant du Bangladesh. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois un logo sur les casquettes. On descendait d'un A380. J'étais la seule à regarder. Tout le monde s'en foutait, mais vraiment, littéralement. Je me disais, mais il y a un truc, c'est pas possible. Je voyais que ça faisait des heures qu'elles étaient là. Il y en a qui dormaient. Enfin, c'était... Et je regarde le logo sur les casquettes. Et là, je vois en fait que c'est l'agence nationale du travail au Bangladesh. Il faut savoir que vous avez des pays, au lieu d'investir dans la protection sociale, donc dans la santé, dans le social, dans l'éducation, dans le travail, ils envoient de la main-d'œuvre qui va ensuite envoyer des financements à leurs familles, voilà, envoyer leur salaire à leurs familles qui vont leur permettre de payer peut-être des frais de scolarité, des frais de santé. Donc on utilise la main-d'œuvre humaine à ses fins, parce qu'on ne veut pas investir dans la protection sociale. Le Bangladesh en fait partie, le Pakistan, les Philippines. Voilà pourquoi dans ces pays-là, vous avez beaucoup de personnes qui viennent de ces pays. Et l'aberration, c'est que donc, je vous dis, ils vont se retrouver dans des usines de textiles appartenant à des sociétés asiatiques et où vous n'avez que des gens du Bangladesh ou du Pakistan qui sont présents. Et donc là, avec un taux de chômage pourtant en Jordanie qui avoisine les 25%. Donc voilà la beauté aussi de chacun, je veux dire, de son expérience de terrain. Moi aujourd'hui, voilà, c'est ce que je fais. Néanmoins, ça me passionne. On a le sentiment en tout cas d'être utile. Je le suis grâce à des médecins aussi qui nous accompagnent, parce que j'ai beaucoup de collègues médecins. Donc ça aussi, je tenais à le dire. Voilà, si vous êtes passionné aussi de missions, c'est des missions des fois qui sont courtes, d'une semaine, 2 semaines. Vous pouvez venir 2-3 fois dans l'année. Donc si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas, parce qu'on a besoin de médecins. En l'occurrence, là, on avait besoin de médecins en termes de réhabilitation. Et c'est vrai que c'est passionnant. Donc voilà, on est sur le terrain, on essaye de promouvoir en tout cas un monde un peu moins laid, un peu plus beau, avec les moyens du bord. Et au fur et à mesure, on espère que les choses avanceront. Et en tout cas, je vous remercie. Désolée de cette note un peu négative pour finir tout ça. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer que voilà, il y a des besoins en France, mais il y a des besoins aussi à l'international. Donc ne l'oubliez pas s'il y a des missions qui vous intéressent. Je vous remercie.